Donc, oui, vas-y. Alors, donc comment on est organisé, nous, en termes de réhabilitation psychosociale au niveau de l'Isère? Vas-y. Donc déjà, la réhabilitation psychosociale, rapidement, c'est quoi? Puisque c'est un concept qui devient très à la mode actuellement, notamment en psychiatrie, mais finalement, il peut y avoir plein de définitions différentes. Donc rapidement, la réhabilitation, c'est l'ensemble des actions à développer pour optimiser les capacités d'une personne et atténuer les difficultés qui résultent de la maladie. Le but, c'est d'améliorer le fonctionnement de la personne pour qu'elle puisse avoir du coup du succès et de la satisfaction dans le milieu de son choix, et ça c'est super important, avec le moins d'intervention professionnelle possible. Pour tout ça, en fait, c'est un dispositif de soins qui est dit intégré, mais qui intègre quoi finalement exactement? Des techniques dites de pointe, la remédiation cognitive par exemple, mais aussi les entraînements aux habiletés sociales, le soutien en emploi, qui ciblent le fonctionnement de la personne, mais aussi et surtout une révolution en termes de paradigme. Un changement radical, de passer de la notion de malade à la notion d'usager qui a un potentiel de rétablissement dans son environnement. Et pour faciliter cette révolution, il y a un acteur qui est central, qui est le case manager, ou comme on n'aime pas trop la terminologie gestionnaire de cas, coordonnateur de parcours. Donc la réhabilitation en Isère, rapidement, c'est une histoire qui a 15 ans et qui a la particularité de se développer à la fois du point de vue sanitaire et du point de vue communautaire, l'un ayant enrichi l'autre. Du point de vue sanitaire, c'était d'abord une unité hospitalière à temps complet, puis un hôpital de jour en 2009, un centre référent de réhabilitation psychosociale en 2013. Et du côté communautaire, un réseau, d'abord le réseau handicap psychique de l'Isère, puis maintenant le GCSMS REPSI, groupement de coopération sociale et médico-sociale, qui couvre 4 départements, l'Isère, la Drôme, la Savoie et la Haute-Savoie. Donc le centre référent, c'est donc un centre intersectoriel, du coup, sur les 4 départements que j'ai cités, qui va proposer aux personnes qui ont une schizophrénie, un trouble bipolaire, un syndrome d'Asperger, des troubles de personnalité, notamment borderline, des troubles addictifs, un accompagnement individualisé pour réaliser leur projet qui va être assez basiquement par accéder à un logement, accéder à un travail, vous serez inséré professionnellement, serez inséré socialement, etc. Et pour tout ça, on va faire une évaluation du fonctionnement de la personne, mais aussi et surtout une évaluation en fait de comment elle se perçoit, comment elle perçoit l'impact de sa pathologie et de ses difficultés dans sa vie quotidienne, les ressources qu'elle a pu développer, celles qui ont marché, celles qui ont moins marché et vers où elle veut aller. Et donc on va pouvoir proposer un certain nombre de soins, donc de l'éducation thérapeutique, pas seulement sur les symptômes et la maladie, mais aussi sur les possibilités d'accès au travail et au rétablissement. Également des groupes de psychoéducation à destination des familles avec le programme Pro-Famille, de la remédiation cognitive, des entraînements aux habiletés sociales, des groupes issus des thérapies cognitivo-comportementales, du soutien à l'emploi, etc. Vas-y. À ça sont venus se rajouter 2 centres experts, en 2010 schizophrénie, en 2013 Asperger adulte, rattaché à la Fondation fondamentale. Tu peux passer. Le versant communautaire de la réhabilitation est représenté par le groupement de coopération sociale et médico-sociale REPSI, qui est du coup en fait un réseau qui est né en 2002 et qui est un réseau d'acteurs du médico-social, du sanitaire, du social, qui ont comme objectif de décloisonner les prises en charge entre sanitaire et médico-social pour faciliter la coordination des parcours et le rétablissement des personnes. Il y a l'avantage, c'est qu'on a finalement dans ce réseau tous les acteurs sanitaires qui sont représentés, mais aussi les dispositifs d'insertion professionnelle, les ESAT et Cap Emploi, les SAVS SAMSA, les foyers. Donc on peut proposer des mises en situation pour voir en pratique comment la personne arrive à mettre en place ses ressources, qu'est-ce qui marche moins. Voilà. Donc l'avantage, ce qui a facilité beaucoup, c'est qu'on est maintenant dans une unité de lieu, centre-ville de Grenoble, avec des personnels et un projet commun. Le personnel commun, j'en suis l'exemple, puisque je travaille à la fois au réseau, dans les 2 centres experts, et au centre référent de réhabilitation psychosociale. Simplement, comme du coup, c'est un dispositif qui est assez complexe, avec rapidement un patient qui pourrait se retrouver perdu au milieu de tout ça. Il y a un acteur principal qui va être le gestionnaire de cas, case manager ou coordonnateur de parcours, on l'appelle comme on veut, qui va être un peu le chef d'orchestre de toutes ces interventions et qui va réaliser dans notre centre le bilan éducatif partagé avec la personne qui va être accompagnée. Donc ça va être lui qui va vraiment permettre d'adapter le parcours à la personne et pas la personne au parcours. Et puis bien évidemment, c'est un temps circonscrit d'intervention où on n'est pas du tout en substitution des prises en charge habituelles, notamment des soins de secteur, mais on arrive en complémentarité. Un petit schéma pour vous montrer un peu comment les choses sont organisées. Tu peux passer.
Ce qui nous amène du coup au case management. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris une définition qui était donc dans un article de Cécile Petit-Queue-Glaser, peut-être un peu longue, mais vous aurez le PowerPoint. Du coup, c'est le processus par lequel on obtient, on coordonne et on assure l'utilisation par les usagers qui ont des troubles psychiatriques, des soins et des services qui vont les aider à satisfaire d'une façon à la fois efficace et efficiente leurs besoins multiples et complexes. Le but, c'est de favoriser la continuité des soins, permettre que les différents professionnels et partenaires du système de santé soient accessibles en renforçant leurs responsabilités partagées et leurs actions. L'objectif, c'est donc de faciliter l'accès aux soins et aux services, améliorer la circulation entre les opérateurs, assurer une continuité préventive qui limite les décompensations fortuites, améliorer l'observance, diminuer le nombre et la fréquence des réhospitalisations et réduire la durée moyenne de séjour. Le case management favorise la réadaptation et augmente la qualité de vie de l'usager et de la famille. Plus simplement, en fait, l'objectif, c'est que la bonne intervention pour la bonne personne soit faite au bon moment et au moment qui va être le plus pertinent pour telle personne. Si par exemple une personne a un projet de réinsertion professionnelle, l'objectif, ça va être la réinsertion professionnelle. Et après, il va falloir déterminer quelle étape pour arriver au projet de la personne. Et c'est là que le coordinateur va avoir aussi un rôle central. Il y a différents modèles. Case management de courtage, en anglais broker, qui du coup va juste être un travail de facilitation de prestations, d'obtention de prestations de survie notamment. Le case management clinique, des case management dits en période critique et donc notamment le suivi intensif dans le milieu, le case management de transition, le case management sur les forces personnelles et le case management de réadaptation. Je m'intéresserai aux trois qui sont soulignés en gras et plus particulièrement au case management de réadaptation parce que c'est celui qu'on pratique nous dans notre centre de réhabilitation. Le case management clinique, c'était le modèle qui était classiquement utilisé en France, c'était le système d'infirmiers référents, donc qui était pensé au départ dans la circulaire des années 60 comme une forme mixte de case management où il y avait à la fois des actions cliniques auprès de l'usager mais aussi un certain nombre de fonctions de liaison, de coordination, qui avait comme objectif donc d'engager la personne dans les soins, d'intervenir également sur l'environnement, notamment de faire le lien avec la famille, les autres soignants, la communauté, maintenir et développer le réseau social, défendre les droits de l'usager, etc. Les limites de ce système, c'est qu'en fait, dans les faits, les actions de lien vers le milieu, elles se sont rarement faites. Et il a été essentiellement mis en place des actions cliniques. Le système est souvent peu flexible, peu intégré dans l'environnement naturel des usagers. C'est ce qui en a fait toutes les limites et qui a conduit à développer d'autres modèles de case management en complémentarité de celui-ci. Le case management en période critique, très rapidement, c'est un case management qui a été beaucoup travaillé par nos collègues américains, canadiens et suisses, qui est limité dans le temps sur une période dite critique, comme par exemple chez un public qui est sans domicile fixe, où il va falloir effectivement les réinsérer. C'est ce qu'on appelle le housing first, en premier dans un logement et ensuite vers autre chose. Ça peut être la sortie d'hospitalisation, ça peut être la sortie de prison. Et ça va être du coup un case management qui va être très focalisé, avec une intensité qui va être décroissante dans le temps. Donc il est basé dans la communauté, très peu de situations par case manager, 1 pour 10. Et puis du coup ça va forcément une durée de 3 mois, 4 mois, pas beaucoup plus longtemps, 18 mois maximum dans le cadre du suivi intensif dans le milieu. C'est beaucoup de moyens sur des situations très complexes, avec un case management très intensif dans un premier temps qui décroît ensuite. Juste les phases dites du case management en période critique, avec la phase donc d'établissement d'une relation de confiance avec la personne, une phase de transition, d'expérimentation, et très rapidement aussi un passage de relais aux autres intervenants dès lors que le système est autonome. Celui qui nous concerne plus, c'est donc le case management dit de réhabilitation. Donc c'est un modèle qui est basé sur les désirs et buts de la personne plutôt que sur les objectifs fixés par le système de soins. Mon objectif avec un patient qui a une schizophrénie, ça pourrait être de renforcer son observance thérapeutique et son adhésion aux soins. Lui, le sien, ça va très probablement être de trouver un travail, une copine ou un logement. Donc l'un dans l'autre. On peut tout à fait avoir des personnes qui souhaitent connaître davantage sur leur maladie pour l'expliquer, par exemple, à leur conjoint ou à leur conjointe, ou d'autres qui vont souhaiter connaître les signes de rechute, mais pas forcément entendre plus parler de la maladie que ça. Donc ça va être une participation active de la personne à tous les niveaux de l'intervention, et une démarche donc en plusieurs temps, une évaluation fonctionnelle, une évaluation des ressources, définition d'objectifs, et le soutien, du coup, dans l'acquisition, le maintien des habiletés nécessaires
pour obtenir les ressources qui couvrent les besoins qu'on a identifiés. Ça, c'était un schéma pour vous montrer les 4 modèles de case management. Vas-y, passe vite. Les habiletés et compétences. Donc, il y a un certain nombre d'habiletés cognitives, des connaissances, d'habiletés affectives qui sont peut-être plus importantes, un savoir-être avec l'intégration de la philosophie de la réhabilitation, et des habiletés dites psychomotrices, l'application concrète du savoir. Vas-y. Les connaissances théoriques, ça va être sur la psychopharmacologie, les modèles de réhabilitation, les relations d'aide, mais aussi sur le milieu et les ressources qu'on peut solliciter. Vas-y. Les habiletés affectives, donc ça va être l'empathie, l'espoir. Ça, c'est important parce que si nous, on n'y croit pas, les personnes ne vont pas forcément y croire. La flexibilité, la créativité et donc là, avoir des habiletés dans la résolution de problèmes et de t'orienter vers la croissance personnelle. Vas-y. Les habiletés psychomotrices, ça va être un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'écoute empathique, l'entretien motivationnel, les compétences en travaillant en réseau, ça c'est indispensable, puisque le case manager va être amené à communiquer avec l'ensemble des personnes qui gravitent autour du patient, que ce soit sanitaire ou médico-social. Juste un mot particulier sur le syndrome d'Asperger. Vas-y. Donc c'est la fameuse triade autistique plus des hypersensorialités, donc avec des altérations du fonctionnement social, familial, professionnel. C'est un trouble neurodéveloppemental qui trop souvent passe inaperçu et qui est diagnostiqué tardivement et qui du coup va se traduire par un certain nombre de conséquences au niveau fonctionnel. Certes, l'évolution est largement meilleure qu'en cas de déficience intellectuelle associée, mais il y a souvent des difficultés rencontrées par les personnes au niveau de l'accès à l'autonomisation, à l'insertion professionnelle. Donc, vous voyez, 40% des cas sur l'université, 10 à 50% sur l'accès à l'emploi, des difficultés dans le processus de recrutement, l'intégration dans l'entreprise, des emplois qui ne correspondent pas forcément au profil des personnes, et aussi pour toutes les personnes qui réussissent malgré tout à avoir une activité professionnelle tout à fait normale, au prix du coup d'efforts souvent importants et de comorbidités, notamment de troubles anxieux et dépressifs dans plus de 50% des cas. Donc ça peut se traduire par des épisodes dépressifs sévères, des burn-out, des tentatives de suicide, et ces comorbidités-là nécessitent vraiment d'être prises en charge. Ça, on va passer très vite. Donc, oui, du coup, on va passer. Juste pour dire que le coordonnateur de parcours a vraiment un rôle central. Vraiment, l'objectif, c'est que chaque intervention soit réalisée au bon moment pour cette personne-là. Et donc là, je passe la parole à mes collègues. Bonjour, du coup. Je vais prendre le relais du coup pour vous parler un petit peu de mon expérience en tant que coordinatrice de parcours au sein du centre de réhabilitation de Grenoble et notamment à travers du coup le suivi avec Madame Lagasse ici présente. Donc le rôle du case manager ou coordinateur. Donc au niveau du C3R, comment est-ce qu'on est organisé? Donc en fait, seulement certains professionnels de l'équipe pluridisciplinaire vont avoir aussi une casquette de coordinateur de parcours. Donc il s'agit des infirmiers, qui sont au nombre de 7, des ergothérapeutes au nombre de 4, d'un éducateur technique et d'une psychomotricienne. Donc en fait, du coup, on suit environ chacun 20 personnes en coordination, ce qui nous fait à peu près un 20% de notre temps. Voilà. Donc quelles sont les missions générales du coordinateur? Donc déjà, ça va être le principal interlocuteur pour l'usager. Puisque c'est la première personne qu'il va rencontrer en arrivant au centre de réhabilitation lors d'un rendez-vous d'accueil. Il va également faire beaucoup de liens avec les professionnels de l'équipe donc interne du C3R, notamment pour faire remonter les besoins. Et puis, comme le disait le Dr Dubruck, on est en relation avec les partenaires extérieurs pour que justement le parcours de coordination, le parcours de réhabilitation, soit le plus cohérent et le plus fluide possible et le plus complémentaire. Donc finalement, il va avoir un rôle de garant du bon déroulement du parcours tout au long, autant de temps que le parcours dure. Donc voilà, il a une place centrale et sa mission, ça va vraiment de créer du lien à la fois avec l'usager, l'équipe du C3R et aussi les partenaires, mais aussi de pouvoir créer du lien entre eux pour pouvoir un petit peu autonomiser un peu le système qui va se créer en fait, pour qu'un parcours de coordination voilà, le plus efficient possible. Donc, au niveau du parcours de Madame Lagasse, brièvement pour rappeler le schéma de tout à l'heure, donc elle est arrivée au centre expert Asperger via un mois d'hospitalisation en clinique privée. Et suite au centre expert Asperger, donc un bilan diagnostique, elle est ensuite arrivée au centre de réhabilitation psychosociale.
Donc pour ma part, j'ai pu la rencontrer dès l'arrivée au centre expert. Du coup, donc le bilan a à peu près duré 2 mois. L'annonce diagnostique s'est faite en février 2014. Et ensuite, j'ai pu aussi la suivre sur la transition vers le centre expert, vers le centre de réhabilitation psychosociale. Donc là, on voit vraiment le rôle un petit peu de fil conducteur du coordinateur qui est très important à ce moment-là. Et lors de l'arrivée du coup au centre de réhabilitation, comme le disait le docteur Dubruck, il y a une évaluation qui est mise en place. Et du coup, le coordinateur va avoir à sa disposition 2 outils qui sont le dossier de coordination et le plan de suivi individualisé, donc qui sont des outils partagés avec l'usager. Donc vite fait, le dossier de coordination, il va nous permettre de compiler un peu toutes les données administratives de la personne, son emploi du temps, mais aussi toutes les coordonnées de tous les professionnels qui interviennent, donc que ce soit du C3R, mais aussi de l'extérieur. On va aussi synthétiser toutes les évaluations du parcours de réhabilitation, toutes les interventions qu'on va pouvoir mettre en place avec la personne, et donc on va avoir par ordre chronologique un petit peu ce qui a été fait, ce qui est en cours ou à venir. Et c'est un dossier consultable par toute l'équipe du C3R. Au niveau du plan de suivi individualisé, alors, je prends mes notes. Donc en fait, c'est un outil qu'on a élaboré à partir de la CASIC, qui est un outil québécois. Et ça se passe sous forme d'un entretien semi-structuré, où du coup le coordinateur va mener l'entretien, l'usager bien sûr est présent, et ainsi qu'un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire qui est plus avisé de prendre des notes. L'idée du plan de suivi individualisé, c'est vraiment d'interroger la personne sur où est-ce qu'elle en est en ce moment même, au niveau de ses difficultés, mais aussi de ses ressources, et surtout de ses attentes et de ses besoins d'aide, afin ensuite de construire un parcours de réhabilitation qui soit le plus personnalisé possible, en fait. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir favoriser la reprise du pouvoir d'agir de l'usager et de motiver la personne à s'engager en fait dans le parcours de réhabilitation. Donc on va interroger sur plein de domaines. Donc ça peut passer du très concret au niveau du quotidien, au loisir, à la santé, à l'emploi. Donc l'idée c'est d'avoir une vision globale du fonctionnement de la personne, ça c'est très important. Et du coup là je vous ai mis en rouge certains domaines qu'on a choisi avec Madame Lagasse d'aborder un peu plus précisément. Lors de son arrivée, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a pu dire et ce qui a pu être mis en place. Donc du coup, la dernière colonne en rouge, c'est les moyens qu'on a proposés dans un second temps. Donc lors du PSI, on interroge la personne, donc vous avez la situation actuelle et la situation espérée. Donc pour le diagnostic, notamment, elle pouvait dire que suite à la pause, qui était toute récente, elle n'était pas forcément dans l'acceptation, qu'elle était assez perdue et que ses proches l'étaient aussi. Et que du coup, elle avait besoin de développer ses connaissances sur le syndrome d'Asperger et qu'elle ressentait un besoin d'unité entre diagnostic, symptômes et traitement. Donc par rapport à ça, on a pu lui proposer du coup un groupe de psychoéducation sur les troubles du spectre autistique, ainsi qu'un groupe de psychoéducation à destination de ses proches, donc qui est le groupe famille. On a pu aussi lui proposer le groupe estime de soi, puisqu'ici on voit que l'identité est touchée et que l'image de soi du coup l'est aussi. Et une thérapie de type cognitivo-comportemental en individuel avec une psychologue. Au niveau des symptômes, elle pouvait du coup exprimer le fait de ressentir de l'anxiété au point de ne plus pouvoir se concentrer, ainsi que de la tristesse. Donc son but était d'arriver à les gérer à l'aide d'outils. Donc on lui a proposé un groupe qui s'appelle Gestion du stress et toujours la thérapie individuelle TCC. Au niveau de la gestion de la santé, elle a pu exprimer que la gestion administrative lui demandait beaucoup d'énergie et que du coup, lorsqu'elle se sentait surchargée, elle aimerait bien avoir un soutien ponctuel du coup. Donc c'est pour ça qu'on lui a proposé un suivi individuel avec l'assistante sociale du service, ainsi qu'une mise en lien avec un partenaire extérieur déjà présent, qui était l'assistante sociale de son secteur, qui du coup la connaissait déjà. Au niveau de l'emploi, c'est un domaine aussi qui avait été abordé, qui était source d'angoisse et d'incertitude. Et du coup, elle avait pu exprimer le fait de ne pas vouloir se pencher tout de suite sur la question. Donc on a pu lui proposer 2 moyens, mais à plus long terme. Donc qui était du coup un suivi de job coaching individuel et un groupe axé sur les représentations du travail. Donc là, je vous ai fait un petit historique du coup du parcours. Donc la coordination, le parcours de réhabilitation a commencé du coup en mai 2014, où on voit du coup ici le début du suivi avec l'assistante sociale ponctuelle, et puis le suivi de psychothérapie qui est toujours continu d'ailleurs aujourd'hui.
Ensuite, les groupes auxquels elle a pu assister, donc elle et puis ses proches en parallèle, donc de psychoéducation dans un premier temps. Ici, on voit donc une révision du plan de suivi individualisé. Donc l'idée de réviser, donc au bout de quelques mois, c'est de voir un petit peu où est-ce que l'usager en est au niveau de ses objectifs initiaux. Est-ce que pour elle les a atteints ou pas, et est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qui émergent. Donc là, en l'occurrence, Madame Lagasse avait pu nous dire qu'elle était prête à aborder le volet travail. Donc c'est pour ça qu'ensuite a démarré le suivi job coaching. Et puis un nouvel besoin avait émergé. Donc c'était de rencontrer la neuropsychologue parce que du coup elle avait des plaintes au niveau de sa mémoire et voulait avoir un bilan complémentaire. Donc ce qui a pu être fait en 2 rendez-vous. Elle a pu ensuite faire le groupe gestion du stress qui avait été prévu. On a fait aussi une synthèse. Donc la synthèse, c'est un petit peu différent de la révision. Donc la révision du PSI, c'est le coordinateur et l'usager ensemble. La synthèse, ça rassemble toute l'équipe qui suit la personne au C3N. Donc ça permet de faire un point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire, mais de faire aussi du lien avec l'équipe du coup. Et puis ensuite, elle a pu du coup participer aux 2 autres groupes qui étaient en lien avec son projet de travail. Et on arrive du coup à avril 2016, donc il y a peu de temps, où pareil, la révision de PSI peut mettre du coup en avant le fait qu'il y a toujours cette nécessité de continuer la psychothérapie TCC et le job coaching qui sont actuels. Donc, voilà. Juste une petite slide pour montrer un petit peu l'évolution de la coordination de parcours. Donc c'est vrai que ça va dépendre un petit peu de chaque personne qu'on suit. Au niveau des rendez-vous qu'on va pouvoir mettre en face à face avec la personne. Donc ici avec Madame Lagasse, la première année, on s'était fixé un rendez-vous par mois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement l'évolution. Donc la deuxième année, j'ai pu la voir moins souvent en fait. Et ça correspond un petit peu à la reprise du pouvoir d'agir de Madame Lagasse. C'est-à-dire que tout simplement, elle est devenue beaucoup plus actrice et active dans son parcours. Et du coup, de manière équilibrée, moi j'ai pu un peu plus m'effacer tout en restant présente bien sûr et en restant garante de son parcours. Voilà. Juste un petit mot aussi, donc comme on le disait tout à l'heure, du coup, les professionnels du C3R qui sont coordinateurs ont une double casquette finalement. Donc pour ma part, je suis ergothérapeute, mais je suis aussi coordinatrice. Et la casquette de coordination va demander à développer de nouvelles compétences. Donc par exemple, ça va être d'écouter les difficultés, les besoins du patient, de pouvoir évaluer ses besoins, les ressources, de pouvoir proposer des solutions, donc que ce soit un groupe thérapeutique, un rendez-vous individuel avec un partenaire extérieur, un professionnel de l'équipe, de pouvoir restituer, que ce soit toujours pareil à l'usager, à l'équipe en interne, à l'équipe en externe, d'organiser des synthèses, de communiquer donc en termes de traçabilité écrite dans le fameux dossier de coordination, mais aussi sur informatique, d'accompagner la personne, donc soit l'accompagner dans ses démarches, même si c'est elle qui les mène, soit physiquement à l'extérieur, voir des partenaires, des dispositifs, faire preuve de flexibilité, comme le disait le médecin tout à l'heure, notamment dans l'adaptation aux besoins de la personne en termes de rendez-vous, de profil et de créativité en termes de besoins qu'on va pouvoir proposer, de solutions, d'outils qu'on va pouvoir aussi remettre en question, essayer d'adapter, de groupes qu'on va créer. Voilà. Donc en résumé, le coordinateur il va s'assurer de proposer un suivi qui soit personnalisé, au plus près des besoins. Donc c'est pour ça qu'on va réévaluer régulièrement avec la personne aussi où est-ce qu'elle en est. Puisque du coup, le parcours de réhabilitation est quelque chose d'évolutif qui va suivre le processus dynamique de rétablissement de la personne. Donc il est unique pour chaque personne. Et bien sûr, l'idée c'est de s'assurer de soutenir un engagement actif de la personne dans son processus de rétablissement. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Ça marche? Ouais, je sais pas. Vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Stéphanie Lagasse, je suis patiente au C3R depuis maintenant quelques années, suite à... Ça marche pas bien? J'ai pas de retour, donc... C'est mieux? Oui. Donc, je suis Madame Lagasse, donc je suis patiente au C3R depuis maintenant quelques années, suite à un diagnostic de syndrome d'Asperger qui a été posé par le centre expert de Grenoble, quelques temps avant. Donc c'est vraiment en tant que patiente que je vais faire un retour, que je vais participer modestement à cet exposé.
Tout d'abord, du coup, je voudrais rebondir sur ce que disait Madame Fernandez à l'instant, c'est le rôle clé du coordinateur dans le parcours, parce qu'il chapeaute un petit peu l'équipe aussi, et il est en interface avec le patient. Et c'est un peu contradictoire, mais finalement, avant la prise en charge, je n'avais jamais entendu parler de coordinateur. C'était la première fois, et quand je vois le rôle qu'il joue dans les soins, ça peut paraître vraiment très surprenant. Pour autant, je m'y suis très très vite habituée, c'est-à-dire que très vite la présence de mon coordinateur à mes côtés m'est semblée naturelle, allant de soi, logique. Et il y a vraiment une relation de confiance qui s'est bâtie au fur et à mesure de notre relation. Mais aussi très très vite, il est apparu que c'était un soignant pour moi qui n'était pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il avait vraiment une place à part dans l'équipe qui s'occupait de moi. Et donc, comme j'ai une pensée assez visuelle, je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques images qui font un peu référence aux multiples facettes de ma coordinatrice. Voilà, si vous êtes d'accord. Alors, du coup, la Statue de la Liberté, pourquoi? Donc, elle tient un flambeau. Je peux y aller. Donc, pour moi, le coordinateur, c'est un éclaireur avant tout. C'est-à-dire qu'il ouvre et balise la route à parcourir. Il donne un peu de lumière lorsque le patient n'y voit plus clair ou qu'il a peur de percevoir dans un monde devenu effrayant pour lui. Son rôle est rassurant. Effectivement, par le prisme de la maladie, entre guillemets, puisque donc j'ai un rapport à ma pathologie, entre guillemets, assez particulier, puisque pour moi je ne suis pas malade, on peut parfois avoir une perception des choses qui est un peu déformée. Et en fait, le rôle du coordinateur est de rétablir cette déformation et du coup nous donner beaucoup plus de liberté dans le jugement et dans notre jugement dans la décision, par exemple, ou dans la liberté de jugement tout court. Donc c'est vraiment important. Donc ensuite, alors pour les amateurs de la série Scandale, je ne sais pas si vous connaissez tous, Olivia Pope. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un fixeur. Alors ce mot est anglo-saxon, mais alors elle est spécialisée dans les relations publiques, donc on va un petit peu mettre de côté le côté bling-bling des choses, mais pour revenir à la source, le fixeur, c'est le bras droit d'un reporter qui part sur le terrain, souvent dans des zones de conflit, et qui est là en fait pour baliser le terrain, c'est-à-dire parfois jouer le rôle de traducteur. Donc j'ai trouvé que l'analogie était intéressante parce qu'on est dans un milieu médicalisé, où il y a souvent beaucoup de mots très spécifiques qu'on n'entend pas forcément tous les jours. Donc le rôle du coordinateur, c'est aussi de vulgariser, entre guillemets, de rendre accessible à tout le monde, et en particulier, on va dire, aux malades, entre guillemets aussi. Donc il conseille, il met en garde, il joue parfois le rôle de guide interprète. Son rôle est parfois de résoudre un problème, d'organiser la mise en œuvre du programme de rétablissement et d'améliorer la relation patient-soignant. En fait, en deux mots, c'est lui qui va rendre possible la mise en place du programme et sa bonne exécution. Donc un peu comme les gondoliers ou des bateliers, en fait, pour moi, le coordinateur, c'est également un passeur qui permet, comme lui, de se rendre d'un point à un autre, de faire franchir un obstacle en sécurité, et il assure une continuité. Là, j'ouvre une légère parenthèse, puisque j'ai rencontré ma coordinatrice dans le cadre du centre expert. Et en fait, elle m'a suivie une fois que je suis passée ensuite au centre de réhabilitation. Donc ça a été aussi une charnière en quelque sorte qui m'a permis de faire cette transition en douceur et petit à petit de m'habituer aussi en douceur, délicatement, au nouveau fonctionnement du centre de réhabilitation. Donc son rôle est d'aider le patient à traverser les différentes étapes de son rétablissement. Tout à fait. Alors, désolée pour l'analogie, mais ça me fait penser parfois à une standardiste d'après-vente. Alors, désolée, hein, mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un interlocuteur avant tout qui est à l'écoute pour toutes les demandes durant la prise en charge. Il garantit le suivi, y compris à la demande, et c'est vrai que ça simplifie énormément, ça fluidifie énormément les échanges, parce qu'en fait, on n'a uniquement qu'un seul interlocuteur et qui est lui-même en interface avec l'équipe. Donc, je trouve ça vraiment très important. Il est parfois amené à traiter les réclamations, les difficultés quand il y en a. Ça peut être aussi un gardien de phare. Voilà, c'est pas grave. Donc, qui aide à tenir le cap sur les objectifs annoncés dans le PSI. Et le phare en lui-même est aussi un repère, un indicateur de l'autonomie du patient. Là, je vais m'expliquer. En fait, quand on rentre en centre de réhab, au départ, en fait, on est obligé de regarder très souvent ce phare, en quelque sorte, pour voir sa route, trouver sa route, garder le cap. Et petit à petit, on le regarde de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on met en place des stratégies de compensation, des stratégies pour s'adapter aussi, et que du coup, quand on en prend conscience, on voit qu'on a fait des progrès. On peut voir les progrès accomplis par rapport au départ. Et le simple fait de le regarder moins souvent, en fait, en lui-même, c'est un repère finalement, ce phare. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant.
Et enfin, voilà, ça c'est une photographie, vous la connaissez peut-être, prise dans le quartier Montmartre. Donc c'est un passe-muraille. Alors pourquoi j'aime bien ce passe-muraille? Parce qu'en fait, il peut aller au-devant des obstacles qui peuvent paraître infranchissables aux patients. En ce sens, il peut encourager l'empowerment. Alors voilà un mot que j'adore et qui est hyper important dans le rétablissement. Parce qu'au départ, en fait, on n'est pas forcément dans la position de résoudre des problèmes. On est parfois très passif, en proie à la douleur. Et finalement, celui qui vous accompagne va vraiment réussir, lui, à résoudre des problèmes. Et en fait, vous avez très vite envie de l'imiter. Donc en fait, très vite, il va être une espèce de booster en quelque sorte et il va personnifier l'empowerment. Il est un symbole de transversalité aussi dans l'organisation administrative hyper cloisonnée de l'hôpital. Et j'ajouterais même que, en fait, il est capable de concentrer un petit peu les multiples regards de l'équipe soignante et d'avoir du coup une vue globale du patient. Et ça, en tant que patient, on le ressent. On le ressent, cette vue globale. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que la relation entre le coordinateur et le patient, en fait, elle évolue au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, il y a la confiance qui s'établit aussi. Et finalement, pour moi, je peux discerner 2 grandes étapes. La première étape, c'est donc le diagnostic et la première année au C3R. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis beaucoup de temps au départ à m'habituer au fonctionnement du C3R en général, parce que j'avais été habituée jusque-là à des rapports vraiment très verticaux entre patients et soignants, où le soignant était vraiment assujetti au jugement du soignant, le patient. Et en fait, c'était un peu gravé dans le marbre, un peu immuable. Et en fait, quand je suis rentrée au C3R, j'ai eu un choc, puisqu'en fait, c'est tout à fait le contraire, c'est qu'on part des besoins et du projet du patient. Donc en fait c'est du cas par cas, c'est un peu du sur-mesure. Les relations ils sont très horizontales, c'est-à-dire qu'en fait on est sollicité à chaque étape de notre rétablissement régulièrement et ça nous met aussi face à nos responsabilités très vite parce que effectivement on se sent tout de suite en position de devoir adhérer vraiment de manière active pour pouvoir être aussi actif dans son rétablissement. Sans adhésion active, le rétablissement et les soins proposés n'avancent pas. Donc il y a cette responsabilité qui est vraiment intéressante. Mais on peut dire qu'une fois que j'ai été accoutumée, il s'est installé ce que j'appellerais une relation d'aide réciproque qui a été extrêmement enrichissante. Voilà, donc ce petit schéma, je l'aime beaucoup. En fait, il est très simple, mais il veut tout dire. Donc le coordinateur et l'usager vont avoir des relations finalement qui vont dans les 2 sens. Hein. Chacun va s'enrichir à sa façon. Donc le coordinateur va amener des outils, va amener une méthode, va amener une organisation pour qu'effectivement le programme de réhabilitation se réalise sereinement, également des conseils. L'usager va beaucoup apprendre au contact d'autres personnes qui ont aussi un syndrome d'Asperger. Il va prendre de son autisme. Et à contrario, alors c'est pas moi qui le dis, hein, je parle pas à sa place, mais on s'est concerté avant, le coordinateur, en fait, il apprend aussi de l'autisme, parce que l'autisme Asperger en particulier est vraiment a des visages très très multiples. Hein. Donc il apprend aussi sur l'autisme Asperger, puisqu'on est tous différents. Et parfois, il est même amené à modifier ses outils. Les améliorer ou les adapter en tout cas en fonction des remarques qu'on peut leur faire. Donc je pense que c'est vraiment une relation d'aide réciproque. Ensuite, pour moi la deuxième étape, ça a été une étape importante, c'est celle qui va donc de la 2e année jusqu'à aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'empowerment. Alors là, c'est vraiment important parce que c'est vrai que c'est le fruit en fait de mois de travail, voire d'une première année de travail et c'est arrivé d'un coup avec un projet qui a mûri, on va dire, et pour moi qui symbolise cet empowerment. C'est-à-dire que, en fait, très tôt, avec ma psychologue, en rendez-vous individuel, j'ai conçu des modèles, des schémas, des modélisations justement de mon fonctionnement, et également des schématisations, des outils visuels qui peuvent aider à avoir une méthode pour peu à peu se rétablir, qui m'ont servi de fil rouge au fur et à mesure. Et c'est en présentant ces outils que ma psychologue m'a dit mais pourquoi pas est-ce que ça pourrait intéresser d'autres personnes, et du coup l'idée a un petit peu fait son chemin et je me suis dit que si ça pouvait aider d'autres personnes également à avancer dans leur rétablissement, du coup j'avais vraiment envie de m'engager dans cette voie. Donc j'ai décidé de porter un projet de devenir patient ressource intervenant en ETP au service du C3R parce que c'est là où j'ai évolué et que je me plais. Donc j'avais aussi envie d'en mettre mon savoir expérientiel on va dire au service d'autres usagers.
Donc, en fait, j'ai formalisé ce projet. Donc, j'en ai fait un contenu. J'ai beaucoup creusé la question et ensuite, je suis allée la présenter à une partie de l'équipe soignante où j'ai reçu énormément d'écoute et de bienveillance. Et j'ai été vraiment très fortement impressionnée de voir que c'était aussi des besoins que la structure éprouvait. Donc, c'était un soulagement et puis une joie de voir qu'effectivement, ça correspondait à des choses dont on avait besoin. Donc, comme je pars du principe que tout projet demande formation, j'ai décidé de m'inscrire à une formation de patients ressources, intervenant ETP, à l'Université des patients de Grenoble. Et mon objectif est de devenir patient expert. Voilà, donc ce sera le deuxième niveau de qualification. Donc aujourd'hui, on est dans une phase, on va dire, d'essai de concrétisation du projet. Donc je bénéficie de l'adhésion d'une partie de l'équipe soignante et on est dans une logique d'appel à projet. Ensuite, la suite, je ne pourrais pas trop la dire, ça ne dépend pas que de moi. Donc voilà, en tout cas, le projet, vas-y. Donc ça, on peut sauter. On peut sauter aussi. Ouais, vas-y. Donc du coup, ce projet, en fait, son contenu, il est autour de 3 mots-clés. Le premier, c'est la fluidité. Donc le but, c'est d'apporter au patient le plus de cohérence possible dans le parcours. Et l'atout expérientiel du patient ressource serait là, effectivement, pour pouvoir rendre cela possible. Donc comment? Donc d'abord en accueillant les patients avant, pendant et après la phase de diagnostic. Parce que le but, c'est d'informer et de rassurer. Et aider le patient à s'adapter à son nouveau quotidien. Donc ça peut être fait par exemple en binôme avec le coordinateur qui souvent suit le patient, être là pour simplement les aider à s'organiser, à se familiariser avec le fonctionnement du C3R, voilà par exemple. En communiquant, donc une façon nouvelle de présenter le PSI au patient. Donc ça, c'est très important parce qu'actuellement, le PSI, il peut être perçu comme une liste, en fait, un peu interminable de tâches à faire. Et très vite, le patient peut se sentir un peu démuni, dépassé par l'ampleur de la tâche. Et donc devenir passif. Donc là, l'idée, ce serait de proposer un modèle, le PSI, sous une forme plus visuelle, qui soit mobilisatrice réellement, et qui soit aussi évolutive au fur et à mesure des progrès du patient. Également adapter le livret d'accueil du C3R, on va dire, aux besoins spécifiques des personnes autistes Asperger. En intervenant, du coup, en amont de la préparation des interventions de groupe avec l'équipe soignante, puis en participant au groupe en apportant des outils, par exemple, des exemples concrets, une expérience. Et en tissant enfin des liens entre les différentes prises en charge de groupe, parce qu'effectivement, le danger, c'est que actuellement, il y a beaucoup d'interventions et on peut avoir une perception extrêmement morcelée. Et quand on a un problème identitaire suite, par exemple, à l'annonce un peu choc d'un diagnostic, c'est pas forcément l'idéal. Donc l'objectif, ce serait vraiment de rassembler un petit peu toutes les différentes interventions qui existent pour avoir une vue unifiée du programme de rétablissement. Le deuxième mot-clé, c'est la créativité. Amener un patient parfois passif à devenir acteur de son rétablissement, faire de quelque chose de négatif, quelque chose de positif, voire d'utile à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, pour moi, un objectif fort. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a aidé. À voir si c'est partagé avec d'autres. Mais et pour ça, je pense que la créativité, l'originalité des autistes Asperger, peut-être que ça pourrait aider justement à concrétiser cet objectif. Donc, comment? Donc, en conceptualisant son rétablissement, donc aider à exprimer le cheminement du patient via des outils visuels, dont on parlait tout à l'heure, en mettant en place un laboratoire d'idées, donc au sein même du C3R. Donc, le but, ce serait d'imaginer des projets et de les concrétiser en petits groupes. Et les objectifs, ce serait bien sûr de favoriser l'interaction sociale. Alors, c'est un petit peu la difficulté chez les autistes Asperger, c'est l'interaction sociale. Mettre en valeur les qualités, les capacités des participants et évidemment l'estime de soi qui est souvent un peu touchée, l'améliorer un peu. Le but aussi, là, c'est de valoriser les résultats, donc via des concours, des appels à projets, des événementiels. Le but, c'est vraiment d'avoir de la visibilité. Alors sur le C3R, mais plus largement sur l'autisme. Et quand on parle de l'autisme et quand on a une visibilité sur l'autisme, c'est gagné. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à faire en France pour mieux parler de l'autisme, qui est très mal connu. Donc voilà. Et le dernier mot-clé, c'est l'échange, évidemment. Donc il est déjà extrêmement présent au C3R. L'objectif serait simplement d'en exploiter les différentes facettes. Voilà. Et par des médias un peu détournés. Donc d'abord en informant les patients, puisque c'est à mon avis c'est vraiment la chose la plus importante. Il existe aujourd'hui un atelier préliminaire de psychoéducation, mais à mon avis il faut qu'il soit considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire une introduction. Et il faut aller un peu plus loin. Donc pour nous le centre de ressources autisme, il est à Lyon.
Donc il y en a un par département. Donc il y a vraiment besoin de beaucoup de mes comparses aussi d'avoir un accès à un point d'information. Donc pourquoi pas au C3R, en informant les soignants. Du coup, via une boîte à idées ou un formulaire, en fait. Le but, c'est de donner la parole aux patients, qu'ils expriment leurs idées, leurs ressentis. Et le patient ressource pourrait à ce moment-là synthétiser et faire un retour aux soignants et aux dirigeants du C3R. En tout cas, mettre en dialogue en route une certaine porosité entre les deux. Et enfin, mettre en place un groupe autour de la perception via l'image. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais, l'expression des émotions et l'échange, elle est très compliquée chez les personnes Asperger. Et si ça se fait de façon frontale, on peut passer à côté. Donc, utiliser le média image pour pouvoir y parvenir, ça me semble être une bonne solution, parce que ça fait prendre conscience de ses spécificités dans sa perception, mais aussi dans son interprétation. Ça permet de mesurer l'intensité de ses émotions et aussi l'implicite, ce qui est une chose compliquée pour nous. Voilà, donc pour terminer, je dirais simplement que ce nouveau projet en fait a beaucoup changé les relations que j'ai eues avec l'équipe des soignants au sens large, parce qu'en fait ça m'a donné un petit peu une image un petit peu, je suis passée de simple patiente à porteuse de projet, mais tout le temps accolée au mot patient, puisque finalement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un savoir expérientiel à proposer. Donc je dissocie pas les deux. Mais par contre, il y a eu un drôle de vertige en fait, le fait de passer de l'autre côté du miroir, d'avoir des relations de travail. Donc là, c'est vraiment la nouvelle relation qui s'est mise en place. Parce que j'ai parfois eu l'impression d'être considérée comme un membre de l'équipe. Et puis, on a eu des discussions vraiment très travail sur ce projet, sur sa méthodologie, son approche, ses outils. Donc, une relation de travail qui venait de naître et qui était à l'image donc du fonctionnement du C3R. C'est pour moi la collaboration, c'est le mot-clé. Et cette expérience venait de montrer qu'elle dépassait le cadre des statuts des soignants stricts et s'ouvrait vraiment à un champ plus large, à des profils profanes comme le mien. Donc ça, c'était vraiment magnifique. Voilà, donc je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire. Simplement aussi, par rapport à ce que Madame Fernandez a dit avant, je trouve que les deux rôles sont extrêmement complémentaires. Un qui est expérientiel, un qui a une vue beaucoup plus de soignant. Et dans le projet dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de points pour lesquels il y a un binôme en fait qui serait imaginé dans cette relation-là par rapport aux patients. Voilà, merci. Merci beaucoup aux trois intervenants et un merci particulier à vous, Madame Lagasse, parce qu'on voit que vous avez acquis une nouvelle compétence qui est celle de parler en public dans un endroit aussi inhabituel. Donc vous le faites avec beaucoup de talent et de manière très stimulante. Donc je voulais vous en remercier particulièrement, tout en vous disant quand même que malheureusement les gardiens de phare, il n'y en a plus. C'est un métier qui n'existe plus puisque les phares sont tous automatisés du fait de la technologie, mais bon, on peut penser que le métier de coordonnateur de parcours ne sera jamais remplacé par la technologie, justement. Le phare, en l'occurrence, se place aux États-Unis dans le sujet dont j'ai montré, et ça fait partie des derniers encore. Ah, bah alors, voilà. Tant mieux.